Chers amis, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel, Culture, l'autre regard. Plaisir redoublé du fait de vous retrouver cette fois-ci à partir de l'événement culturel de l'année, le Salon international du livre d'Alger. Lorsque le colonialisme est à son déclin, il pousse non pas le chant du cygne, mais le râle d'agonie de la bête immonde. Et c'est au moment où il va être vaincu qu'il fait le plus de mal. Cependant, une guerre de résistance est toujours une guerre asymétrique et comme toutes les guerres asymétriques, le résistant n'a pas besoin de gagner, il doit juste ne pas perdre. Tous ces thèmes et bien plus encore, nous allons les traiter avec notre invité de ce soir. J'ai l'immense plaisir de vous présenter M. Mohamed Taleb. Monsieur Taleb, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Je vous remercie aussi. Vous êtes architecte et par ailleurs essayiste, auteur de 2 ouvrages. Tout d'abord un ouvrage qui s'intitule « Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle », suivi d'un ouvrage qui va être l'objet de notre examen ce soir, « Israël, prélude d'un déclin autoprogrammé ». Merci encore d'être parmi nous. Je vous remercie. Alors justement, cet ouvrage, vous le situez dans un contexte géopolitique bien particulier, puisque d'emblée, au début de la lecture, vous placez justement ce contexte dans le déclin de l'Empire américain et l'avènement du monde multipolaire. Et vous faites un lien entre justement ce déclin et celui du petit protégé de cet empire, à savoir l'entité sioniste. Oui, absolument. Disons que l'année 2023, on a assisté à un changement radical sur la situation internationale, sur la scène internationale. Et le conflit ukrainien a jeté la lumière sur les intentions des États-Unis, sur les intentions de l'Union européenne par rapport à la Russie et par rapport à une autre partie du monde, par rapport à la République de Chine. Donc, l'intervention de la Russie en Ukraine a mis en lumière les véritables intentions, comme je disais, de l'Union européenne, des États-Unis en premier lieu, et pratiquement mettre un barrage à la nouvelle donne internationale qui se base sur la volonté de construire un monde multipolaire qui ne dépend plus seulement d'une puissance régionale telle que les États-Unis ou l'Union européenne. Donc c'est un bouleversement considérable qui permet à d'autres États, à d'autres pays d'émerger et de se libérer d'un monde néocolonial, de l'emprise de puissances néocoloniales, européennes ou autres, et qui vont eux aussi participer à ce changement radical. Voilà. Et d'un autre côté, en ce qui concerne le problème de la Palestine, l'entité sioniste est tellement hantée par certains problèmes que, comme vous l'avez dit, elle redouble de violence en voyant sa situation, disons, désastreuse, parce que c'est mis de son propre chef dans le pétrin, si l'on veut, et qui s'est mis sur une voie qui ne mènera qu'à par exemple, à son déclin. Je dirais pas à sa destruction totale, mais à son déclin. Voilà. Voire son démantèlement. Ouais, c'est démantèlement, c'est ça. Voilà. Alors justement, au sujet de ce monde multipolaire, vous citez et de cette vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall, etc. On va y revenir. Vous citez Mike Whitney, qui dit « Dans un monde où l'Allemagne et la Russie sont des amis et des partenaires commerciaux, il n'y a pas besoin de bases militaires américaines, pas besoin d'armes et de systèmes de missiles coûteux fabriqués aux États-Unis et pas besoin de l'OTAN.
Il n'est pas non plus nécessaire de conclure des transactions énergétiques en dollars américains. Et ça, c'est un cauchemar pour l'Empire US et encore une fois pour l'Union européenne. Oui, pour l'Union européenne. Eh bien, les États-Unis aussi se sont inquiétés déjà depuis un certain nombre d'années déjà à l'arrivée à l'institution des BRICS. Cela représentait un danger pour eux. Mais comme vous l'avez dit aussi, les États-Unis ont une emprise très très importante sur l'Union européenne à travers le plan Marshall qui s'est effectué déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont vu un peu loin, et ont décidé de ce plan Marshall pour venir en aide aux pays détruits pratiquement par la guerre. Mais parallèlement, eux aussi, les États-Unis, avaient besoin de cette politique parce qu'ils avaient des problèmes sur le plan économique. Non, ils devaient, sinon ils auraient vécu une inflation désastreuse pour leur économie. Et voilà, donc c'est le plan Marshall qui vient au secours de l'économie américaine. Entre-temps, il y a ces institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui vont pratiquement mettre au premier plan la monnaie américaine, le dollar américain, comme monnaie dominatrice sur le plan international. Sur le plan militaire, les États-Unis étaient présents aussi en Europe. Ils ont pu contrôler toutes les possibilités je dirais pas de révolte, mais de soulèvement ou contrer au moins les partis de gauche, essentiellement les partis communistes, et empêcher à ce qu'il y ait une communication, une relation entre les partis communistes occidentaux et l'Union soviétique. Et il y a eu aussi sur le plan culturel, il y a eu l'influence des États-Unis qui ont réussi à instaurer, ou plutôt c'était un instrument de domination sur le plan culturel à travers la littérature, à travers les arts, à travers le cinéma, etc. Il y a eu toute une série de revues spécialisées qui, par exemple en France, c'était Raymond Aron qui contrôlait c'était l'une des voix les plus importantes dans la revue Temps Présent. Oui, à un degré moindre aussi les philosophes de ce qu'on appelait la French Theory. Voilà. Jean-Paul Sartre n'a pas été... Certes. Il avait une autre... Disons les Foucault, Deleuze, Derrida ont été dans cette veine. Jean-Paul Sartre, il avait une autre position. En Italie, c'était à peu près pareil. En Allemagne aussi, il y avait juste Günter Grass qui s'est opposé à cette institution. L'institution, c'était le Congrès pour la liberté de la culture, qui a été créé à Berlin en 1950 et qui a continué pratiquement jusqu'aux années 80. On a su, entre-temps, en 1976, si je ne me trompe, à travers l'information donnée par le journal New York Times, que cette institution a été financée par la CIA. Et c'est une explosion pratiquement. Oui, c'est un grand scandale, oui. Un grand scandale. Comment se fait-il que, effectivement, ça a été une nouvelle qui a fait l'effet d'une explosion au niveau de l'information en Europe. Enfin, voilà, alors, ça c'était la domination de l'Europe. Alors, votre ouvrage, Prélude d'un déclin autoprogrammé, a des accents prophétiques. Au moment où vous l'écrivez, évidemment, vous ne pouviez pas prévoir le déluge de l'Aqsa. Ce déluge qui a balayé, qui a noyé une quinzaine d'années de menées diplomatiques sionistes que vous retracez dans votre ouvrage. Puisque vous dites que
l'entité sioniste et les stratèges de l'entité sioniste voient venir un petit peu et sentent venir le déclin américain. Et ce faisant, en prévision de ce déclin, ils multiplient les efforts diplomatiques, notamment en direction des pays de la région MENA, Middle East, North Africa. Et donc, vous avez d'abord un lobbying déjà envers la Russie que vous mentionnez dans votre ouvrage, notamment à travers les oligarques russes. Il y a une normalisation avec les pays du Golfe. Vous mentionnez le Makhzen comme tête de pont impérialiste en Afrique, avec la normalisation aussi avec le Makhzen. Et cette visée de devenir observateur au sein de l'Union africaine, avant d'en avoir été exclu, notamment grâce à des pressions de pays tels que l'Algérie. Tels que l'Algérie, absolument. Et justement, l'entité sioniste se trouve un peu, si j'ose dire, un peu coincée et consciente de la baisse de la domination des États-Unis sur la scène internationale, avec la confrontation. On le voit dans le conflit ukrainien où il y a un certain blocage de la part des États-Unis. Ils n'arrivent pas à se profiler, disons, ou avoir un profil un peu plus important. Et selon des études qui ont été faites par la Rand Corporation, le think tank américain. Le think tank américain, ils sont pour ne pas laisser se prolonger ce conflit avec la Russie, parce que les États-Unis n'en sont pas capables de tenir le coup, si l'on veut. Brzezinski lui-même avait déconseillé de se fourvoyer dans cette voie. Oui. Et Israël a des problèmes devant cette baisse d'importance, disons, de la domination américaine. Alors elle se retourne vers certains pays des BRICS, c'est-à-dire vers l'Inde et vers la Chine. Avec la Russie, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont des relations depuis assez longtemps, à travers, justement, à cause ou en raison des oligarques qui sont présents, que ce soit en Israël ou en Russie. Ils ont de toute façon la double nationalité. Et d'ailleurs, à ce propos, je dirais, la Russie a fait une proposition il y a une semaine de ça à peu près, pour une résolution pour avoir un cessez-le-feu en Palestine, pour avoir un cessez-le-feu à Gaza, et les États-Unis ont utilisé de leur droit de veto pour bloquer cette initiative. Donc, et si je peux avancer une hypothèse, moi je dirais que c'est justement la Russie qui pourrait être un pays médiateur dans ce conflit actuel, parce que, vu justement ses relations avec Israël depuis un certain nombre d'années, et vu ses relations avec les pays arabes et avec la Palestine elle-même, donc il est dans la possibilité d'arriver à un accord entre les parties, disons, en conflit. Voilà. Alors, justement, les événements actuels et l'agression sioniste sur Gaza, mais aussi en Cisjordanie, puisque à côté, les colons protégés par l'armée sioniste s'en donnent à cœur joie, rappellent à chaque fois, et une énième fois, l'impunité avec laquelle l'occupation sioniste se comporte en Palestine. Impunité totalement revendiquée. Et vous mentionnez justement cette chimère, finalement, de la solution à deux États, et dont chimère parce que l'entité sioniste elle-même et les dirigeants sionistes n'en veulent pas. Vous mentionnez un Ben Gvir, par exemple, qui dit « La colonisation des territoires palestiniens est une mission sacrée ». On est en plein délire, évidemment. Et la Cour suprême n'a pas à interférer là-dedans. Netanyahou, à son tour, vous le citez, il dit « Le gouvernement encouragera et développera la colonisation dans toutes les parties de la terre d'Israël
en Galilée, dans le Negev, le Golan, la Judée et la Samarie. C'est-à-dire que la volonté est affichée de s'étendre et de grignoter bout par bout les territoires palestiniens. Cependant, on continue de faire claironner cette solution à 2 États. Oui, mais qui est formellement, qui est de facto irréalisable. C'est tout à fait incompréhensible parce que les conditions de la mise en application de la fameuse résolution 242 qui prévoyait un État palestinien et avec la Cisjordanie et Gaza, les conditions sur le terrain sont absolument totalement différentes de celles qui existaient il y a 40 ou 50 ans ou 30 ans même, et faire appliquer cette résolution est absolument impossible parce que les accords, par exemple, revenons aux accords d'Oslo. Oui. Les accords d'Oslo, c'est à partir de là qu'est née cette idée d'État, pseudo-État palestinien. Les accords d'Oslo, c'est une chimère, comme vous dites. C'est un trompe-l'œil. Oui, ce sont des accords piégés d'emblée. Oui. C'est un trompe-l'œil. Les Israéliens n'ont jamais été disposés à négocier quoi que ce soit. C'était juste une perte de temps qui a été Assumée d'ailleurs par Netanyahou en tant que tel. Oui, Netanyahou, il a été absolument contre les accords d'Oslo. Il ne voulait rien savoir des accords d'Oslo. Mais les accords d'Oslo, c'était d'abord un plat réchauffé. Un plat réchauffé, oui. C'est-à-dire qu'il a repris tel quel, ou pratiquement presque tel quel, le plan de Yigal Allon de 1967. Nous sommes à quelques années de différence entre 1967 et 1993. Et c'est un plat réchauffé parce qu'il reprend dans les grandes lignes ce que prévoyait ce plan Allon. C'est-à-dire, le plan d'Oslo, il prévoit 3 zones pour les Palestiniens en Cisjordanie, une zone A, une zone B, une zone C. Et ce qui est important de savoir, c'est que la zone C est une zone qui longe la mer Morte, disons, d'un côté, et en même temps la frontière jordanienne. Pourquoi ce choix, toute la longueur pratiquement de la Cisjordanie? C'est pour empêcher le couloir démographique entre une Jordanie qui est habitée par beaucoup de Palestiniens, ça se chiffre entre 60 et 70% de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Ce sont des réfugiés pour la plupart. Et si les Israéliens ne contrôlaient pas cette zone C, il y aurait eu une affluence de la part des Palestiniens qui se trouvent en Cisjordanie. Et voilà. Donc, cela à l'origine de tout ça, c'est le problème démographique que vit l'entité sioniste depuis le début pratiquement de la colonisation. C'est-à-dire que dans la pratique, c'est le nettoyage ethnique qu'il faut faire. Oui. Et actuellement, on assiste aussi à une forme de nettoyage ethnique. Oui, de génocide. Oui. Adoubé de génocide et de violence inouïe. Oui, Voilà, d'ailleurs, vous mentionnez une discussion entre Charles de Gaulle et David Ben Gourion. Et de Gaulle dit à Ben Gourion, dites-moi quels sont vos rêves, de quoi vous rêvez-vous? De plus de terre, de plus d'eau? Et Ben Gourion dit, ça aurait été peut-être valable il y a 30 ans, je vous aurais sorti une carte, mais là, ce dont je rêve, c'est plus de juifs. Ouais. En Palestine. Oui. Plus de Juifs en Palestine. Seulement, ils sont coincés en ce moment parce qu'il y a un solde migratoire qui est négatif pour le moment et qui sera certainement encore plus important après les événements actuels. Parce que déjà en 2006, on a assisté, ça a été tenu en secret,
Il y a eu un solde migratoire négatif, c'est-à-dire que beaucoup d'Israéliens ont quitté après la débâcle de 2006 avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Oui. Et c'était une belle gifle qui a été donnée à l'entité sioniste, entre parenthèses avec celle de 1973, Certes. hein, tout à fait au début, Oui, oui. grâce à l'apport On va y revenir, oui. Grâce à l'apport important notamment de l'Algérie. de Oui. l'Algérie sous la présidence de Feu Ouali Ouali Boumedienne, Boumedienne. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène d'émigration vers des pays européens. En général, c'est vers l'Europe. Et de fuite aux premières escarmouches, on l'a vu d'ailleurs avec... Voilà, les- oui, ils plient bagages tout de suite et ils s'en vont. Et on va assister probablement dans les prochains mois à un phénomène semblable, ce qui s'est produit. Donc, le problème démographique est un problème très, très, très sérieux. Et l'entité sioniste est hantée par cette histoire parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler la situation. Ils essayent d'installer le plus de colons possible radicaux religieux en Cisjordanie parce que au sein de ces groupes, il y a une fécondité, un taux de fécondité, disons, assez important par rapport au reste d'Israël. Le reste d'Israël, c'est autour de 2,9, tandis que chez les colons religieux et orthodoxes, radicaux, etc., le taux de fécondité est assez important. Il est autour de 4,5, je crois, ou 5. Légèrement supérieur, mais il est en train de baisser. Légèrement supérieur au taux de fécondité chez les Palestiniens. Les Palestiniens, alors la politique israélienne, c'est créer des conditions d'existence pour les Palestiniens les plus affreuses possibles pour qu'ils quittent le territoire, la Cisjordanie, au Gaza, voilà, la Cisjordanie. Et sinon, s'ils ne quittent pas la Cisjordanie, c'est les pousser à faire le moins d'enfants possible. C'est-à-dire pour contrer cette problématique. Oui, par la paupérisation, oui. Voilà. Une sorte de stérilisation masquée. Absolument, absolument. Et parfois, ils réussissent parce que justement le taux de fécondité chez les Palestiniens en Cisjordanie a légèrement baissé par rapport à celui des orthodoxes. Il est toujours assez élevé par rapport à celui des Israéliens en Israël. Des métropoles, oui. En Israël, non? Et alors, d'un côté, il y a ça. D'un autre côté, il y a un peu une inconnue, encore un peu une inconnue, c'est la population arabe en Israël. C'est une population qui est autour de 22% de la population totale. La population juive est de 74% et quelques 4 ou 5% sont de diverses religions ou pas nationalités, mais de diverses origines. Donc c'est des Druzes par exemple, ou alors ce sont des orthodoxes qui viennent de Russie, etc. Ce ne sont pas des juifs, ce sont des orthodoxes, mais ils n'ont pas une origine juive. Donc la situation sur le terrain, c'est ça, 74%, et cela va légèrement baisser dans le futur. Les chiffres qui sont donnés par les statistiques israéliennes sont légèrement gonflés. Bon, ils ont des prévisions, ils font des projections et des prévisions dans le temps, dans les prochaines décennies, mais avec plusieurs schémas. Un schéma qui vers le bas, un truc moyen et puis un truc assez haut. Et en général, les deux, moyens et bas, les chiffres sont un peu gonflés par rapport à d'autres sources qui traitent de la population en Israël. Et il y a un tableau dans le livre qui documente tout ça, qui illustre un peu tout ça.
Et voilà, on peut dire que pour les Israéliens, c'est un problème très très sérieux. Oui, toute occupation, de toute façon, Voilà. se trouve confrontée à cette bataille de la démographie. La démographie, oui. On l'a vu d'ailleurs en Algérie. Mais là, encore plus, parce que il n'y a plus de réservoir démographique pour les Israéliens. C'est fini. Les Israéliens, les Juifs qui sont aux États-Unis, ils ne viendront jamais à s'installer, à part quelques-uns, bien sûr. Mais ce n'est pas la Aliyah massive. Non, la Aliyah avec Tabkri, c'est fini. C'est fini. La Aliyah, la dernière Aliyah, si l'on veut, c'est celle de 1990 et après. C'est la décennie des années 90. Voilà. Et puis maintenant... Et donc, comme on ne peut plus réaliser le rêve de Ben Gourion, avoir plus de Juifs, ben la solution, c'est d'avoir moins de Palestiniens. Donc, le nettoyage ethnique. Voilà. Nettoyage ethnique qui se fait, comme vous l'avez dit, avec l'adoubement de l'Europe et des États-Unis. Cependant, il y a évidemment des résistances, mais ces résistances-là sont contrées par un lobbying extrêmement efficace. Vous mentionnez les pressions. D'abord, il y a cette aberration d'un État qui assume l'apartheid et qui l'assume de manière constitutionnelle, hein, puisque c'est probablement le seul État au monde qui se revendique encore en tant qu'État ethnique. État ethnique, démocratie juive. État juif, ouais. Voilà. Mais en même temps, la seule démocratie au Moyen-Orient, il faut oser ça. Et donc, il y a tout un lobbying avec des pressions sur l'ONU. Vous mentionnez par exemple Rima Khalef, vous mentionnez Francesca Albanese, ouais. B'Tselem. Voilà, l'ONG B'Tselem, Amnesty International, qui tous, lorsqu'ils dressent des rapports véridiques et qui démontrent toutes les exactions de l'entité sioniste en Palestine occupée et en territoire palestinien, se trouvent taxés par la formule magique, évidemment, le joker qui tombe tout de suite. C'est l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme. Mais ça fait partie de la politique israélienne, c'est-à-dire la création du danger pour l'entité Israël. C'est chercher toujours la création du danger. L'antisémitisme, il faut l'alimenter. Il faut toujours faire en sorte qu'il reste vivant. Comme ça, l'entité Israël aura toujours recours à son droit à la défense. Et tant qu'il y a antisémitisme de par le monde, il y aura toujours le droit, cet alibi-là, oui. Le droit de se défendre du côté israélien. Alors, voilà. Il s'agit déjà donc de faire des pressions afin de continuer ce nettoyage ethnique en toute impunité. Par ailleurs, la politique sioniste est aussi proactive puisqu'elle mène des visées subversives que vous mentionnez. Vous mentionnez l'activité en Afrique du Nord, l'activité du Mossad, notamment l'activité contre-révolutionnaire qu'elle a menée en Algérie pendant la révolution de novembre. Vous mentionnez son rôle dans la crise du Darfour et la partition du Soudan aussi, oui. Puisque l'entité sioniste n'était pas très contente de voir la Chine accéder au pétrole soudanais. Vous mentionnez aussi son rôle dans la guerre de l'eau entre l'Égypte et l'Éthiopie. Vous mentionnez aussi l'aide fournie au Makhzen durant la guerre des Sables en 1963. Donc il y a aussi toute une subversion active contre les pays qui pourraient justement contrer ces velléités impérialistes. Bon, le problème de l'eau, c'est une manière de briser l'Égypte, pratiquement. Enfin, le final de cette politique, c'est de briser l'importance de l'Égypte d'un côté. De l'autre côté, n'oublions pas qu'en Israël, il y a toujours un problème d'eau. Certes. Il y a toujours un problème important et vital d'eau. D'ailleurs, les Israéliens, ils profitent de l'eau qui se trouve en Cisjordanie.
Ils profitent de l'eau qui se trouve parce que le lac Tibéria, par exemple, il est alimenté avec des sources qui proviennent du Golan, de la Syrie. C'est pour ça qu'ils ont annexé la Syrie. Et ils ont toujours besoin d'eau. Donc, cette histoire le problème du barrage de la Renaissance, c'est une manière, comme je disais tout à l'heure, de briser l'économie égyptienne qui est totalement dépendante des eaux du Nil et en même temps, un jour, pouvoir profiter justement de ressources en eau pour l'État d'Israël lui-même. Et voilà. D'un autre côté, comme vous l'avez mentionné, le Mossad, les services israéliens, étaient présents en Algérie déjà à partir de 1957, oui. Si ce n'est pas avant, mais disons à partir de 1957, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé, c'était leur plan de construire, disons, pas une industrie, mais une énergie, de se lancer dans le nucléaire. Oui. Voilà. Et dans la construction d'une bombe atomique. Et ils ont été aidés justement par la France, qui était en Algérie. Et la France faisait des essais déjà dans la région d'Ergen. Et les Israéliens, enfin les scientifiques israéliens, ils étaient présents durant ces essais à Ergen. Ils étaient présents, donc je présume qu'ils doivent savoir ou être au courant de beaucoup de secrets ou de beaucoup d'informations sur cette région, à partir de là. Et puis, ils étaient installés dans plusieurs villes en Algérie pour contrer justement le mouvement du FLN, le mouvement de libération. Et ils étaient présents, par exemple, à Constantine, de manière normalement, comme des couples normaux qui vivaient leur vie tranquille, etc. Mais en fait, c'était des cellules dormantes qui ont été réactivées. Oui. Des agents du Mossad, voilà, et qui travaillaient pour le compte de la République française. La République française a soutenu cette initiative pour le nucléaire israélien à cause du problème le régime de Vichy qui avait collaboré avec le nazisme. Qui avait collaboré avec le nazisme, mais qui avait effectué une discrimination énorme à l'encontre des Juifs. Donc c'était une manière de corriger l'erreur, le tir, oui. L'erreur qui a été faite auparavant. Et vous mentionnez d'ailleurs que c'est toute l'Europe qui baigne dans cette culpabilité perpétuelle, oui. Et ce qu'on pourrait appeler le chantage à la Shoah. Oui, absolument. D'ailleurs, dès qu'on parle en Europe, dès qu'on parle de l'État juif, de l'État sioniste, je voulais faire une parenthèse. Cette histoire de l'État juif, c'était en 2018. Oui. C'était en 2018 avec la décision de Netanyahou. Absolument, oui. L'État juif est démocratique. Voilà. Oui. C'est l'oxymore. Vous dites c'est drôle d'oxymore d'ailleurs dans l'ouvrage, oui. Par excellence, non Oui, État ethnique démocratique. Faut oser. Oui, bon. Où est-ce que j'en étais? La culpabilité européenne. La culpabilité européenne. Dès qu'on parle d'État d'Israël, c'est tout de suite cette histoire qui revient en surface. Oui, comme un réflexe conditionné. C'est absolument conditionné. Et on le voit maintenant, il y a des mesures qui sont prises par les gouvernements européens
D'ailleurs, pour eux, le Hamas c'est un terroriste. Ce sont des terroristes qui attaquent des civils, qui vont danser, etc. Oui, le récit habituel. Le récit Oui. habituel. Celle qu'on nous a servi pour le FLN. Et c'est toujours utilisé à chaque manifestation de violence. C'est toujours utilisé comme contrepartie au discours, à l'autre discours, non, qui fait que ce sont plutôt les Israéliens qui attaquent et non pas. Oui, qui exercent un terrorisme d'État et un nettoyage ethnique à petit feu. Oui, c'est ça. Entre autres menées subversives, vous mentionnez, vous rappelez fort à propos, le plan Yinon, du nom de son concepteur. Le plan Yinon, c'était un haut fonctionnaire du gouvernement israélien, et c'était en 1982. Ils ont toujours travaillé sur ça, les Israéliens. Mais là, c'était un plan bien construit, bien fait, pour essayer de créer des conflits à la base du prisme ethnique et religieux. Donc, on a créé des conflits artificiels entre, par exemple, entre chiites et sunnites, ou chiites ou entre sunnites eux-mêmes, parce qu'il y a des écoles différentes, etc. Et sur le plan ethnique, c'est pareil. On a essayé, même le cas de l'Algérie a été pris en considération dans ce plan, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un conflit entre Kabyles et Arabes. Un conflit qu'on pouvait se susciter avec justement... Voilà, on pouvait en reprenant d'ailleurs la recette coloniale. On pouvait utiliser cela. Exactement, on pouvait utiliser cela pour déstabiliser tout le pays. Et c'est ça qui a été... les Kurdes, par exemple, ils sont aussi utilisés pour déstabiliser l'Irak. C'était avant. D'ailleurs, on le voit avec le mouvement terroriste dit MAC, qui est totalement dans les bras de l'entité sioniste. Absolument, absolument. Et on a essayé de le créer en Syrie, on a essayé de le créer en Libye. Bon, là, en Libye, ça a marché parce qu'il y a eu des interventions de l'OTAN, pratiquement, et qui ont détruit carrément... qui l'ont renvoyé à l'âge de pierre. Qui ont détruit carrément Je cite Madeleine Albright à ce sujet, d'ailleurs. Madeleine Albright, oui. Pour la Yougoslavie. C'était voilà. 500 000 enfants, c'est le prix. Qui disait à la Yougoslavie, we're gonna send you to the Stone Age, back to the Stone Age. Voilà. Ah oui. Non, mais elle avait dit autre chose. 500 000 victimes, ça valait le prix. Le prix en valait la peine. En valait la peine, voilà. Oui, le jeu en valait la peine. Osmo, le Kadhafi, c'était Hillary Clinton qui a éclaté de rire en apprenant la nouvelle du décès de l'horrible décès de l'assassinat de Alors, le déluge d'Al-Aqsa s'est déversé sur les colons et sur l'entité sioniste. D'ailleurs, cet amalgame qu'on fait entre civils et colons, alors qu'un colon, fondamentalement, est d'abord quelqu'un qui vient spolier et exproprier, donc il est partie prenante de la guerre. On aura peut-être le temps d'y revenir. Cependant, ce déluge-là s'est déversé durant une date qui a une profonde portée historique. Et vous-même, dans votre ouvrage, alors que vous ne pouviez pas savoir au moment où vous l'écrivez ce qui allait advenir, vous revenez à cette fameuse guerre du Ramadan, qui s'est déroulée du 6 au 24 octobre 1973, et qu'on a appelée aussi par ailleurs guerre du Kippour. Oui, la guerre du Ramadan, c'était le 6 octobre 1973. Et c'était une guerre qui a été, disons, préparée par les États arabes, en particulier par l'Égypte et la Syrie. Mais comme je disais tout à l'heure, avec le concours essentiel de l'Algérie, à travers le président Houari Boumedienne. Il y a eu auparavant des tentatives de trouver des solutions à la question des territoires, etc., avec William Rogers. Le plan
les plans. Oui. Il y a Oui, eu oui. diverses versions, 3 versions du plan Rogers. D'ailleurs, le dernier, même le second, je crois, a été accepté par Jamal Abdel Nasser. Il était encore, euh, il était encore en vie, mais elle a été rejetée par les Israéliens. Donc, la position de Sadat, du président Sadat, c'était il faut arriver à la négociation à travers l'action militaire. Donc, l'agression, c'est pas une agression, c'est une tentative de récupérer le territoire. C'est une offensive. C'est une offensive, elle a été préparée pendant assez longtemps, parce qu'il y avait entre-temps l'intervention d'un personnage particulier qui avait des relations avec les services secrets israéliens. Et d'ailleurs, on l'a nommé, c'était un espion par exemple, mais qui travaillait pour le compte de l'Égypte. Et il a eu droit à des funérailles d'État national quand il est mort en 2006, 2007, quelque chose comme ça. Enfin, la préparation a été faite avec le concours de l'Algérie parce que il y avait un problème d'armement qui devait être livré par l'Union soviétique et il y avait des difficultés pour atteindre ce but-là. Alors Difficulté de financement, oui. De financement, voilà, c'est ça. L'Égypte commençait à à connaître déjà les premiers signes de crise économique déjà à cette époque-là, parce qu'il avait abandonné, le président Sadat avait abandonné l'orientation socialiste qui était celle de Jamal Abdel Nasser. Il a opté pour l'option libérale, et c'est la privatisation, etc., etc. Et ça a conduit le pays dans un état de crise économique. Enfin, raison pour laquelle c'est l'Algérie qui va financer l'armement égyptien auprès de l'URSS. L'Algérie va financer, et c'est le président Boumedienne qui va, juste avant, quelques jours avant le début de l'offensive, il va négocier avec les soviétiques cette livraison d'armement et le paiement évidemment de la facture, et ça, la prise en charge totale par l'Algérie. Entre autres, par ailleurs, il y a eu la participation de la légendaire 8e brigade. La 8e brigade. Les Algériens ont participé à cette offensive. Et ont tenu la dragée haute à l'armée sioniste. Pas directement, parce qu'il fallait du temps pour qu'ils arrivent à destination. Donc, ils sont arrivés, l'offensive a démarré le 6 octobre. 10 jours après, il y a eu un renversement des situations, mais malgré tout, l'antidécisioniste a connu un séisme au sein du gouvernement et au sein de ses institutions. C'était un vrai séisme qui s'est déroulé. Donc le président Boumedienne va négocier avec les soviétiques la livraison d'armement, etc. Tout est réglé. Et pour l'anecdote, il y a un témoignage de la fille de Sadat qui dit que le président Sadat, justement, considérait cet apport de Boumedienne et de l'Algérie comme un apport essentiel dans la réussite, grosso modo, de cette offensive de 1973. Les États-Unis et l'Union soviétique, après ce renversement de situation, n'avaient pas intérêt à ce que le conflit se prolonge, parce qu'avec le temps, les États-Unis, ils avaient institué un pont aérien qui n'en finissait pas de fournir les armes à Israël. Donc, à la longue, ça aurait été un peu problématique pour les États arabes. Alors, il y a eu des accords, si l'on veut, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et
l'ex-secrétaire d'État Henry Kissinger, il s'est rendu à Moscou pour discuter, pour négocier avec c'est pour rédiger le texte de ce qui sera la future résolution 338 qui sera votée ensuite par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, voilà. Les troupes algériennes étaient restées sur place jusqu'en 1975. Donc, c'est presque 2 années, enfin 1 année et demie après le début de l'offensive. Oui. Voilà. Alors, pour le mot de la fin, puisque notre entretien touche à sa fin, vous mentionnez dans votre ouvrage une partie des innombrables exactions inhumaines terroristes menées par l'entité sioniste contre les Palestiniens. Impossible de ne pas faire le parallèle avec l'occupation française en Algérie, où lorsque la résistance faisait telle ou telle opération, les représailles, on avait pour représailles des villages entiers rasés, effacés de la carte, des milliers de civils, etc. Cependant, on a vu que c'est au moment de son déclin que le colonialisme jette ses derniers feux, c'est le cas de le dire. On l'a vécu en Algérie avec le plan Chal. Là, l'entité sioniste semble sur le déclin. Vous l'avez mentionné avant même le déluge de l'Aqsa. Et vous mentionnez en guise de conclusion pour votre ouvrage, en tout cas à la fin de votre ouvrage, la seule solution viable à votre avis, c'est non pas la solution à 2 États qui est impossible avec une entité fasciste à ses frontières, qui est celle de l'entité sioniste, mais un seul État palestinien laïque et multiconfessionnel. Multiconfessionnel, absolument. Je voulais dire autre chose à propos de cette histoire de terrorisme, etc., que ce soit les partisans du FLN ou ceux du Hamas. Il y a eu en mai 1943, il y a eu la fameuse révolte du ghetto de Varsovie. Oui. Le ghetto de Varsovie, c'était une révolte des Juifs qui habitaient le ghetto, mais une révolte armée. C'est une révolte armée, mais on ne mentionne jamais que c'était du terrorisme par rapport... C'était une révolte contre l'occupation. Nazie, c'était une révolte nazie, bien sûr. Et c'était une révolte armée, comme c'est une révolte armée en ce moment du Hamas ou contre la résistance palestinienne en général. Contre l'occupation. Oui. Voilà. Parce que faire ce parallèle, ça serait faire le parallèle entre le nazisme et le sionisme. Absolument. Qui revient. Oui. C'est du pareil au même d'ailleurs. Oui, oui. Vous savez, le scientifique Albert Einstein, il a écrit avec d'autres, bien sûr, avec Hannah Arendt. Oui. Hannah Arendt. Oui. Il avait écrit une lettre ouverte au New York Times avec d'autres intellectuels juifs de l'époque, oui, où il dénonçait le nazisme qui était pratiqué par certains partis en Israël. C'était en 1948 déjà, donc ça a continué jusqu'à nos jours. Voilà. Oui, ça a continué, ça s'est même aggravé. Merci beaucoup, Mohamed Taleb, d'avoir été parmi nous. Un immense plaisir de vous avoir reçu et d'avoir lu vos 2 ouvrages, Palestine, le plus grand hold-up du XXIe siècle, et suivi par Israël, prélude à un déclin autoprogrammé. Merci beaucoup, Monsieur Taleb, d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Comme nous l'avons développé avec notre excellent invité, le colonialisme touche à son déclin tôt ou tard. La bataille démographique est en train d'être gagnée. La bataille de l'image aussi est en train de gagner, car la première chose que l'entité sioniste a bombardée, ce n'est pas Gaza, mais toutes ces tentatives de normalisation qu'elle a fait voler en éclats, puisqu'il n'est plus de bon ton de normaliser avec cette bête immonde. Vive la Palestine libre, et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un moment agréable et instructif. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.